L'Assemblée nationale autorise le gouvernement à proroger l'état d'urgence dans les provinces les plus touchées par la crise sécuritaire. Une durée supplémentaire de 12 mois pour permettre d'utiliser des stratégies plus efficaces pour combattre le terrorisme. Le point de la plénière est à suivre en début de journal. Justement, la crise sécuritaire, mais aussi celle sanitaire ont contribué à la baisse des performances de certaines structures étatiques en 2020. C'est ce qui ressort de la 29e Assemblée générale des sociétés d'État, dont les travaux ont débuté ce matin à Ouagadougou. Le chef du gouvernement invite les acteurs concernés à plus de résilience pour plus de résultats. Actualité à l'étranger, en Côte d'Ivoire, la justice condamne Guillaume Soro à la perpétuité. C'est une condamnation pour des faits d'atteinte à la sûreté de l'État. Plusieurs proches de Guillaume Soro écopent également de peines diverses. Des détails à suivre en fin de journal. Bonsoir, merci de nous suivre. Cela dit, le projet de loi sur la prorogation de l'état d'urgence reçoit le quitus de l'Assemblée nationale. Les députés l'ont adopté à la plénière de ce 24 juin. La nouvelle loi devrait permettre une meilleure intervention sur le terrain dans le combat contre le terrorisme au niveau des zones concernées. Le point de la plénière avec Célassina Ouattara et Maxime Zongo. C'est avec 120 voix pour, 3 abstentions et 0 contre que le projet de loi portant prorogation de l'état d'urgence dans les zones à forte insécurité a été adopté. Une loi, selon le premier responsable en charge de la justice, vivement souhaitée par les acteurs directs que sont les gouverneurs et les FDS. Les zones dans lesquelles l'état d'urgence a été déclaré depuis décembre 2018 sont des zones difficiles. Et les attaques perdurent dans ces zones-là. Donc nous nous sommes dit qu'il faut donner encore plus de chance aux autorités administratives et aux FDS de pouvoir exercer leur activité. Lorsque nous avons recueilli les rapports des différents gouverneurs, il a été relevé qu'il y avait des acquis, même si on n'oublie pas qu'il y a des difficultés également. Donc à cause de ces acquis-là, je pense que c'était utile que l'on poursuive le combat sur le terrain. Cette prolongation qui est de 12 mois prend effet à compter du 13 juillet pour prendre le relais de la précédente loi qui, elle, prend fin le 12 juillet prochain. Avant son adoption, une trentaine de questions ont été posées par les députés qui tenaient à comprendre davantage les enjeux de cette loi. Nous avons demandé à ce qu'il y ait un bilan depuis que cet état d'urgence a été mis en œuvre. Quels sont les acquis de cet état d'urgence? Et nous sommes même allés au-delà. Nous avons demandé à ce qu'il y ait une étude sur l'impact socio-économique de ces mesures de l'état d'urgence. Nous avons soulevé les préoccupations qui sont celles de rappeler d'abord que nous devons faire une étude d'impact socio-économique et sécuritaire sur l'état d'urgence et sur les mesures qui ont été prises, notamment la question du couvre-feu, les 2 roues qui ne peuvent pas circuler. Tout cela devrait permettre vraiment de pouvoir savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Avec l'état d'urgence, on peut par exemple réduire la mobilité des populations, décréter un couvre-feu, interdire aussi certaines activités suspectes. Autre titre de l'actualité ce soir, 18 sociétés d'État et 3 établissements de prévoyance sociale appelés à rendre compte de leurs performances au titre de l'année 2020. La 29e Assemblée générale des sociétés d'État a débuté ce jeudi sous la présidence du Premier ministre. Les premières données présentées à l'ouverture des travaux font état d'une baisse de 0,34% par rapport aux résultats des années précédentes. Plus de détails avec Gérard Sommet et Maïmouna Traouri. 22 entreprises étaient attendues ce matin, mais 21 sont présentes. Le laboratoire national du bâtiment et des travaux publics ne prend pas part à l'évaluation pour non-tenue de sa session d'arrêt des comptes dans les délais réglementaires. Le rapport d'analyse de performance des 18 sociétés d'État et des 3 établissements publics de prévoyance sociale fait ressortir une dégradation d'ensemble de leur solde de gestion avec 3 sociétés déficitaires. L'Agence d'exécution des travaux d'eau et d'équipement rural, la Caisse nationale d'assurance maladie universelle et la Société de gestion de l'équipement et de la maintenance biomédicale.
3 autres sociétés, la Sonabi, la Lonabé et la Sonature, ont connu une baisse de leur volume d'activité et de leur chiffre d'affaires. L'excédent brut d'exploitation de nos sociétés d'État, qui mesure leur performance, s'est détérioré en passant de 142,101 milliards de francs CFA en 2019 à 124,95 milliards de francs CFA en 2020, soit une baisse de 18,6 milliards de francs CFA. Cette baisse traduit une contre-performance économique des sociétés d'État en 2020. 2020 a été une année qui a été fortement impactée par la maladie à coronavirus, mais aussi par le fait que nous avons donc des défis sécuritaires à relever, ce qui forcément joue sur l'activité économique au plan national et clairement aussi au niveau donc des sociétés d'État. Malgré tout, l'Assemblée générale note des motifs de satisfaction car le résultat net global des 21 entreprises connaît une hausse de 2,590 milliards par rapport à celui de 2019. Convaincus de l'importance que revêtent les entreprises publiques pour notre économie, nous nous devons de réagir vigoureusement pour augmenter la résilience de nos sociétés face aux chocs exogènes si nous ne voulons pas laisser à la postérité l'image de responsables qui ont contribué à la dégradation de notre patrimoine collectif. Nous devons donc continuer d'impulser à nos entreprises publiques le dynamisme nécessaire à l'amélioration de leurs résultats. Le Premier ministre exhorte les responsables de ces sociétés à faire preuve de dynamisme et de rigueur dans leur gestion, à cultiver l'esprit d'innovation et à développer des initiatives pour s'adapter à la conjoncture économique peu favorable aux activités de bon nombre d'entre elles. Cap à présent sur le Sahel là pour parler de la réglementation sur la transhumance entre les États membres de la CEDEAO et la législation régissant la gestion des ressources naturelles et le pastoralisme. Ces 2 textes de loi sont encore méconnus dans l'espace des 3 frontières Mali, Burkina, Niger. En vue de changer la donne, les maires de l'espace concerné prennent part à un atelier qui a débuté le 21 juin dernier à Dori. Inoussa Kéré et Piniti Ignanou. Les mouvements de transhumance aux 3 frontières, Burkina Faso, Niger, Mali, sont marqués par des tracasseries administratives, de graves incidents dans les zones d'accueil liés au non-respect des réglementations nationales et régionales. Cet atelier de Dori, qui réunit les maires de Tillabéri au Niger et du Sahel au Burkina, sert de cadre donc pour ses participants de trouver des solutions à ces goulots d'étranglement qui entravent la fluidité de cette transhumance. C'est ce qui nous a amené, en tant qu'organisation d'éleveurs, affiliée au réseau Bilital Maroc et RBM, à initier une réflexion avec les cadres de concertation fonctionnels au niveau des zones frontalières, donc à s'appuyer sur le groupement local des communes transfrontalières Tillabéri au Niger et du Sahel au Burkina, pour qu'ensemble on puisse trouver des pistes et des voies, des moyens également à résoudre ce problème de mobilité pastorale. Ainsi, les actions collectives à prendre en faveur des textes, le règlement sous-régional, comment agir et s'informer face aux difficultés sont les points abordés à cette rencontre. Nous serons outillés par rapport aux textes et nous allons quand même les utiliser au niveau de notre espace. Parce que vous savez que l'espace, c'est l'espace du Sahel, c'est le pastoralisme qui est quand même au premier niveau du développement local. Et nous pensons que si tous les acteurs de la transhumance sont outillés par ce texte, on pense que pouvoir régler certains conflits ou bien pouvoir les diminuer, afin que cette activité qui est le pastoralisme aujourd'hui, qui est une des activités phares du Sahel, puisse se mener dans de bonnes conditions. L'atelier a été organisé dans le cadre du projet Résilience et cohésion sociale des communautés de l'Iptako-Gourma. De retour de Dori, faisons une halte à Kaya où se tient un atelier sur le projet dénommé Commerce transfrontalier pour la consolidation de la paix dans la région du Liptako-Gourma. C'est une concertation pour déterminer les activités et la programmation du projet ainsi que les communes qui vont en bénéficier. 1,250 milliard de francs CFA, c'est le coût de ce projet dont le financement est assuré par le gouvernement japonais. Martin Ouedraogo et Chaka Ouedraogo.
C'est un projet pour accroître la résilience des populations affectées par la crise sécuritaire et sanitaire dans les pays membres de l'Iptako-Gourouma. Le projet Commerce pour la paix dans les pays frontaliers de l'Iptako-Gourouma vise à faciliter la reprise socio-économique post-Covid-19 des communautés des 3 pays, d'où la tenue de cet atelier national de consultation des parties prenantes et de programmation de la mise en œuvre du dit projet. C'est la raison pour laquelle le PNUD, en partenariat avec le gouvernement du Japon et les gouvernements du Burkina Faso, du Niger et du Mali, nous avons pensé qu'il était important de réfléchir sur une expérience qui pourrait les aider justement à se relever de ces nombreux défis. Cet atelier servira donc de cadre pour l'identification des communes d'intervention, des activités à mener et la programmation de la mise en œuvre du projet avec les acteurs nationaux. Ce projet sous-régional va mettre l'accent sur le commerce et la cohésion sociale. Le premier aspect, c'est vraiment le relèvement socio-économique à travers un certain nombre d'initiatives de renforcement des capacités, d'initiatives économiques et commerciales. Le deuxième volet est tout ce qui est lié justement à la consolidation de la paix et la construction d'une cohésion sociale. D'un coût d'environ 1,250 milliard de francs CFA, ce projet sous-régional et transfrontalier est financé par le gouvernement japonais et concerne le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Au Burkina Faso, le projet vise la zone qui fait frontière avec la région de Menaka au Mali et Tillabéri au Niger, des régions entre lesquelles le commerce transfrontalier est historique. Ils sont des citoyens burkinabés dont le souhait est de faire prévaloir leurs droits civiques en étant électeurs et éligibles. Les personnes vivant avec un handicap plaident pour leur participation effective au processus électoral. La session de plaidoyer tenue ce matin à Ouagadougou est initiée par l'ONG Light for the World. Le compte rendu de Roger Kam et Abdelaziz Yagibo. Dans ce guide, des arguments et dispositions pour une participation effective des personnes vivant avec un handicap au processus électoral au Burkina. En tant que citoyens jouissant pleinement de leurs droits civiques, ces personnes, par le truchement de l'ONG Light for the World International, plaident auprès du président de la Commission électorale nationale indépendante et de la ministre en charge de l'action humanitaire pour leur participation active à la gestion de la cité. Comme arme pour s'insérer désormais massivement dans les listes électorales et être éligible, cette frange de la population brandit les dispositions juridiques nationales et internationales. Avec le ministère en charge de la question du handicap, nous nous sommes engagés pour élaborer un plaidoyer au niveau national qui va toucher l'ensemble des secteurs pour que dans le futur, ils puissent avoir une pleine participation des personnes handicapées au processus électoral au Burkina Faso. Démarche saluée par les premiers responsables de la CENI et du ministère en charge de la solidarité nationale pour lesquels le Burkina est résolument engagé à œuvrer à la protection et la promotion des droits des personnes handicapées et ce, conformément aux exigences des Nations Unies. La CENI a mis beaucoup de mesures en place pour la participation des personnes handicapées, mais il est bon de l'améliorer. Nous avons une écoute attentive et surtout le président s'est engagé déjà à travailler pour améliorer les conditions des personnes handicapées dans le processus électoral. Ce n'est pas parce qu'on vit avec un handicap qu'on est handicapé pour diriger un pays ou pour diriger évidemment une société. Donc il faut faire un mixte. Permettre donc de façon inclusive à cette frange de la population de pouvoir évidemment être totalement inclus dans le processus électoral en tant qu'électeurs et aussi éligibles si telle est leur volonté. S'appuyant sur ce guide élaboré avec l'appui de l'ONG Light for the World International, les travaux de cette session de plaidoyer devraient aider à faire un bond en avant vers un Burkina où personne n'est laissé pour compte. À présent, les échos du colloque national sur l'autonomisation des femmes, les dividendes démographiques et la protection de la famille qui bat son plein à Bobo Dioulasso. Au programme de cette rencontre, plusieurs communications et des panels animés par des chercheurs et des spécialistes. Au deuxième jour du colloque, nous vous proposons ce soir un aperçu sur les thématiques qui sont développées. Lamine Karantao et Ismaël Saturné, Paris. Autonomisation de la femme et dividendes démographiques. Quelle corrélation?
C'est entre autres l'une des communications à ce colloque national qui met au centre des échanges les questions liées à la famille. Les participants issus de plusieurs milieux sociaux vont échanger autour d'une vingtaine de communications et 3 panels. Et tout ce travail a été abattu au préalable par un comité scientifique. Nous avons ensemble les 3 institutions organisatrices, donc l'IATS, l'ONG Voix des Femmes et l'ISSP, proposé 7 thèmes au départ. Et il y a eu un processus de sélection par les membres du comité scientifique, ce qui a permis de retenir 23 communications qui sont organisées maintenant en 6 séances. Il y a une première séance donc, qui porte sur les valeurs familiales. Et il y a eu un second thème donc, qui porte sur le dividende démographique, une sorte d'état de lieu, où est-ce qu'on en est aujourd'hui au Burkina. Un autre thème porte donc sur les relations parents-enfants et un autre thème qui porte spécifiquement sur l'autonomisation de la femme. Et il y a un thème sur les populations vulnérables. Au regard de la pertinence et la spécificité des thématiques retenues selon les organisateurs, il n'y a pas lieu de douter de la qualité des débats. Je pense que nous devrons avoir quand même une rencontre très enrichissante. Des débats qui devraient nous permettre, comme cela a été rappelé par la première dame, qui nous a invités dans 4 axes à réfléchir et à arriver avec des recommandations fortes. Parce que au cœur de ce colloque se pose la question des valeurs. C'est là vraiment de la question des valeurs. Et lorsqu'on regarde notre société aujourd'hui, notre pays, avec tous les défis auxquels nous sommes confrontés, il y a lieu véritablement de re-questionner les valeurs sociétales. À ce rendez-vous qui se veut important, la première dame du Faso, patronne du colloque, a invité tous à participer activement aux travaux, afin que les conclusions soient à la hauteur des attentes. Un Burkina Faso où les ONG et les associations de développement ont une voix et participent à l'émergence de la justice et de la démocratie. C'est la vision du secrétariat permanent des organisations de la société civile à travers la mise en place des unités de coordination dans 6 régions. Ce volet décentralisation du SPONG fait partie des acquis présentés ce matin à l'ouverture de la 46e Assemblée générale de la structure. Daouda Ouattara et Oumou Sissi. 47 ans après sa création, le secrétariat permanent des organisations non gouvernementales SPONG est toujours sollicité au regard du contexte sécuritaire, sanitaire et humanitaire difficile que connaît le Burkina Faso. Et cette 46e Assemblée générale ordinaire sera mise à profit pour faire le bilan des actions de ces ONG et associations de développement au cours de l'année 2020. Et ce que nous avons fait au niveau du SPONG, c'est de renforcer et de nous organiser pour mettre en place des unités de coordination régionale dans 6 régions du Burkina Faso. Nous avons également revu la vision du SPONG. En plus, un plan stratégique décennal de communication et de mobilisation de ressources est élaboré. Depuis sa création, le SPONG est un partenaire privilégié de l'État burkinabé. Nous travaillons quotidiennement en partenariat dans le cadre de la mise en œuvre, vous avez constaté, du plan national de développement économique et social. Et vous n'êtes pas sans savoir que dans le cadre de l'élaboration du nouveau référentiel de développement, ces ONG et ces associations de développement ont fortement contribué. Le SPONG compte 256 ONG et associations de développement. Et à cette Assemblée générale ordinaire, la structure va accueillir de nouveaux membres. La 4e conférence des parties à la Convention de Minamata sur le Mercure se tiendra en novembre prochain en Indonésie. Les enjeux de cette conférence ont été expliqués à la presse ce jeudi à Ouagadougou. Après la séance d'explication, les hommes et femmes de médias ont été invités à accompagner les initiatives qui visent l'abandon de l'utilisation du mercure. Le point avec Pro David Bambara et Dramandadia. Le mercure, substance dangereuse pour la santé humaine et l'environnement, est pourtant utilisée dans les sites d'orpaillage pour le traitement du métal jaune. Un défi pour le Burkina. L'un des 131 pays a ratifié la convention de Minamata sur le mercure. Il assure d'ailleurs la vice-présidence de la 4e conférence des parties, prévue en novembre prochain en Indonésie. Nous avons ratifié en avril 2017
Et la convention est rentrée en vigueur en août 2017. Et à ce jour, on a fait un premier rapport qu'on appelle rapport initial, qui a fait l'état des lieux sur l'utilisation du mercure au Burkina en dégageant un secteur prioritaire qui est l'orpaillage. Et ensuite, on a mis en œuvre un projet qu'on appelle plan d'action, qui nous a permis d'élaborer un plan d'action pour la réduction de l'utilisation du mercure dans l'orpaillage à l'horizon 2029. Donc c'est un plan décennal et d'ici 2029, on va réduire la consommation d'énergie de mercure qui est de 78 tonnes par an actuellement et en 2029, on pourra arriver à 0 tonnes par an. Dans la perspective de réduction du mercure, l'accent est mis sur les technologies alternatives. Les lampes fluorescentes font place aux lampes LED. Au ministère de l'Environnement, de l'économie verte et du changement climatique, l'on joue également la carte de la prudence. Alors que les pays du monde entier commencent à éliminer l'éclairage fluorescent à mercure de leur marché, il est important de veiller à ce que nos pays qui n'ont pas encore adopté de telles réglementations ne deviennent des dépotoirs de ces produits d'éclairage fluorescent. Dans une déclaration commune, les 37 pays africains, parties prenantes de la Convention de Minamata sur le mercure, invitent à la transition vers des alternatives sans mercure. Nous restons dans le domaine de l'environnement pour parler de la 3e édition du Salon international de l'arbre. L'événement se tient depuis hier et ce jusqu'au 26 juin prochain à Ouagadougou sous le thème Arbre et restauration des écosystèmes. L'initiateur de ce salon est le mouvement écologique du Burkina Faso. Nous y faisons un tour dans ce reportage de Césaire Carfo et Ahadi Sandamba. La 3e édition du Salon international de l'arbre se tient du 23 au 26 juin prochain au parc urbain Bangarouego de Ouagadougou. Une initiative du mouvement écologique du Burkina Faso en réponse à l'appel des Nations Unies à engager l'humanité dans une décennie de restauration des écosystèmes. À travers cette 3e édition, nous avons essayé en tout cas de relever le défi de l'organisation parce que nous avons eu une édition manquée due à la pandémie de Covid. Donc il fallait essayer en tout cas de mobiliser les partenaires encore autour de nous pour revenir sur cette chaîne d'action que nous avons commencé avec les 2 premières éditions. C'est très significatif pour le ministère de l'Environnement en termes de mise en œuvre de la politique du gouvernement au niveau de la préservation de l'environnement, des changements climatiques et aussi pour la restauration des écosystèmes au niveau de notre pays. Une conférence publique, des ateliers, des expositions sont entre autres les activités au cœur des 4 jours du Salon international de l'arbre. Et au ministère de l'Environnement, d'encourager cette initiative au regard de la pertinence du thème et qui est en lien avec les objectifs de l'initiative Grande Muraille Verte. Je vous amène à présent dans la région du Nord et précisément à Ouayouguya, une ville actuellement en chantier. Des voiries urbaines et des bâtiments sont en cours de réalisation grâce à un appui de la Banque mondiale avec un financement de plus de 5 milliards de francs CFA. Les travaux sont supervisés par le secrétariat permanent du programme sectoriel des transports. Son premier responsable était hier sur le terrain pour un constat. Abbas Traoré et Moussaki. C'est ici que l'aire de stationnement de la ville de Ouayouguya va être aménagée. L'espace est visité par le secrétaire permanent du programme sectoriel des transports. Pour le moment, pas de travaux sur les 3 hectares réservés pour la construction de l'infrastructure financée par la Banque mondiale. Il va falloir accélérer l'aménagement donc de l'aire de stationnement parce que cette aire de stationnement aménagée est en quelque sorte une des conditions pour la construction du village artisanal. Et donc c'est quelque chose de très pressant. L'aire de stationnement n'est qu'un projet parmi tant d'autres. Environ 100 millions de francs CFA sont décaissés par la Banque mondiale pour réhabiliter la plateforme maraîchère Amadou Bougrawa Ouedraogo, aujourd'hui quasiment inexploitable. Environ 4 milliards de francs CFA pour la réalisation de 7 km de voirie urbaine avec actuellement un taux d'exécution de 20%. Les raisons du retard sont expliquées au secrétaire permanent du programme sectoriel des transports. On a eu juste des difficultés pour le dédommagement des occupants. Mais Dieu merci, avec l'aide de la Banque mondiale, ce problème a été réglé. Donc c'est ça qui a fait qu'on a commencé juste avec un retard. Voilà, donc actuellement, on a pris les résolutions nécessaires et on est en train de terminer l'ouvrage normalement dans les délais impartis. À cela s'ajoute la construction d'un village artisanal sur le site de l'ancienne gare routière de Ouayouguya et l'aménagement des périmètres maraîchers.
Les investissements de la Banque mondiale dans la ville de Waïguia se chiffrent à plus de 5 milliards de francs CFA. Nous avons la chance au niveau de Waïguia d'avoir ce projet-là. C'est concret, il y a des travaux qui sont en train d'être exécutés et d'ici peut-être 6 mois, vous allez vous-même dire oui, maintenant nous sommes à Waïguia. D'autres visites vont venir pour que nous suivons pas à pas avec les acteurs locaux, avec les autorités locales, la mise en œuvre de ces investissements. Le message est clair. Chaque entreprise doit impérativement respecter le délai de livraison. Du côté des populations et autorités de la ville de Waïguia, l'on dit merci à la Banque mondiale. Tous sont convaincus que ces réalisations vont impulser un nouvel élan pour le développement socio-économique de la cité de Naba-Kango. Ici, dans la région du centre, c'est une initiative privée qui devrait permettre à toutes les couches socio-professionnelles d'accéder à un logement décent. La société immobilière Castor Africa entame la réalisation de 100 000 logements, des logements qui respectent les normes sécuritaires et environnementales. Le site se trouve à Dagilma, dans la commune rurale de Lumbila, et la pose de la première pierre est intervenue ce 24 juin. Issa Kafando et M. Soulanja Djigma. Construire des logements décents respectant toutes les normes sécuritaires, modernes, environnementales et écologiques, accessibles à toutes les couches socio-professionnelles, c'est l'engagement du groupe Castor Africa. Un engagement qui se matérialise ici avec la pose de la première pierre de son projet dénommé Espoir City. Ce projet qui se réalise à Dagilma dans la commune de Lumbila comporte tout type de construction avec un coût global de 460 milliards de francs CFA. Quand je dis 460 milliards, ce n'est pas que des logements. Il y a des écoles à construire, il y a des centres de santé à construire. Nous avons approché à l'État pour dire qu'on va parfois y traîner avant de faire des équipements, qui nous autorisent, à nous, la société, de réaliser nos équipements. Je vous garantis la fiabilité, l'accessibilité et la qualité. Espoir City sera construit sur une superficie de 349 hectares avec au total 100 000 logements décents. Les premiers au nombre de 700 seront livrés dans 12 mois. Et nous sommes allés à F3. F3, mais c'est semi-fini. F3 et le prix est à 7 500 000. Alors, nous avons conçu un autre plan qui est F2. Ce qui devait être vraiment à 7 500 000, nous le vendons à 6 500 000. Vous voyez, il y a une réduction de 1 million sur les logements sociaux. Voilà. Les prix des logements, ça varie, ça peut aller jusqu'à 200 millions. C'est vrai qu'il a été entrepris, ça et là, des constructions. Mais on l'a aussi précisé que nous insistons sur certaines valeurs, dont le respect des normes, dans le respect des engagements. C'est vrai que c'est un début de partenariat que nous jugeons assez satisfaisant au regard du respect de ces valeurs que nous avons édictées. Le groupe Castor Africa se donne 15 ans pour donner à la commune de Lumbila le visage d'une ville émergente avec des infrastructures routières, marchandes, sanitaires, scolaires et hôtelières. Des jeunes désœuvrés qui rallient de plus en plus les rangs des terroristes. C'est un phénomène réel au Burkina Faso et dans toute la région du Liptako-Gourma. Un phénomène dont la solution pourrait venir de 3 études commanditées par l'autorité du Liptako-Gourma avec l'appui du Bureau international du travail. Ces études sur l'employabilité des jeunes sont soumises à la validation des experts du domaine. Amadou Ilboudo et Boukari Ouedraogo. Le Nord, le centre-nord et l'Est, 3 régions du Burkina Faso qui connaissent un regain du terrorisme. Les jeunes désœuvrés n'hésitent pas à rejoindre les rangs de ceux qui sèment terreur et désolation. Situation critique et préoccupante qui interpelle l'autorité du développement intégré des États de la région du Liptako-Gourma. C'est le désœuvrement de ces jeunes, la non-employabilité de ces jeunes qui fait qu'ils sont faciles à être enrôlés par les groupes terroristes. Raison pour laquelle on a commandité cette étude, afin de voir dans quelle mesure donner l'emploi à ces jeunes, afin de les éviter d'être enrôlés par les groupes terroristes. 3 études ont donc été commanditées avec pour seul objectif faire face à l'employabilité des jeunes dans les localités de Waïguia, Kaya et Fadangourma.
si les aspirations de la jeunesse dans cette région comme dans toutes les autres régions ne rencontrent pas des opportunités en termes d'intégration, d'insertion professionnelle, ils vont être sensibles à des discours de haine, à des discours terroristes. Et donc il faut absolument pouvoir promouvoir l'emploi des jeunes et leur accès à un travail décent. La rencontre de 48 heures de Ouagadougou qui connaît la participation du Mali et du Niger, la zone des 3 frontières, consistera à valider ces études qui portent sur le diagnostic des opportunités pour la mise en œuvre des formations professionnelles de courte durée, l'analyse des chaînes de valeur en faveur des populations vulnérables et la mission d'identification des travaux verts basés sur les technologies locales à haute intensité de main-d'œuvre. En bref, sachez que la 24e nuit des Galiens initialement prévue pour le vendredi 25 juin est reportée au jeudi 15 juillet. Le comité d'organisation dit avoir pris cette décision au regard du contexte national marqué par les attaques terroristes ayant occasionné des pertes en vies humaines ces derniers temps au Burkina Faso. Dans l'actualité hors du Burkina Faso, la justice ivoirienne vient de condamner Guillaume Soro à la prison à vie. L'ancien Premier ministre et président de l'Assemblée nationale a été jugé par contumace pour atteinte à la sûreté de l'État, des faits qui remontent à 2019. Le verdict est tombé pour Guillaume Soro. L'ancien Premier ministre de Côte d'Ivoire et ex-chef rebelle vient d'être condamné à la prison à perpétuité. Il était jugé pour atteinte à la sûreté de l'État pour des faits commis fin 2019. Au terme d'un procès débuté le 19 mai dernier, le tribunal criminel d'Abidjan a suivi les réquisitions du parquet pour Guillaume Soro, mais aussi pour les principaux autres accusés. Souleymane Kamagaté, son ex-chef du protocole, Touré Moussa, son ancien chef de la communication, et Afoussi Bamba, ancienne ministre, ont tous les 3 été condamnés à 20 ans de prison. Par ailleurs, 2 des frères de Guillaume Soro ainsi que son ancien bras droit Alain Lobognon ont été condamnés à 17 mois de prison pour trouble à l'ordre public. Et ce n'est pas tout, la Cour a également ordonné la confiscation des biens de Guillaume Soro ainsi que la dissolution de son mouvement GPS. L'ex-premier ministre était accusé d'avoir fomenté une insurrection civile et militaire visant à renverser le pouvoir lors de son retour avorté en Côte d'Ivoire en décembre 2019, quelques mois avant la présidentielle d'octobre 2020. Depuis, Guillaume Soro, 49 ans, vit en exil. Votre émission Controverse aborde ce soir la question du quota genre pendant les élections de novembre 2020. Aucun parti politique engagé n'avait pu atteindre cela. Pourquoi? Est-ce une mauvaise foi des partis politiques ou un problème d'engagement des femmes en politique? Simon Gongo et ses invités vous retrouvent à 21h pour le débat. Et c'est tout pour ce journal de 20h. Merci à vous qui l'avez suivi. Retrouvez Sekou Zongo à la présentation de l'édition de 23h. Merci de votre fidélité à la RTV.